Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox, je vous souhaite une très bonne année 2016 et cette vidéo sera a priori la dernière tournée avec ce vieux caméscope handycam de mes couilles puisque grâce à vos dons sur Tipeee et surtout grâce à l'argent de Noël, je vais pouvoir me payer quelque chose d'un petit peu mieux. Mais trêve de galéjade, vous êtes là pour parler cinéma. L'année dernière j'avais fait mon top cinéma 2014 et vous aviez plutôt bien kiffé, donc on va refaire ça cette année. Comme je vais parler de beaucoup de choses et que j'ai pas envie de faire 10 000 vidéos, je vais chapitrer celle-ci qui est un peu longue, vous l'aurez remarqué. Alors je vais commencer par le flop 5, où je parlerai très rapidement des films qui m'ont déçu cette année, des mauvais films que j'ai vus cette année, pas forcément les pires films parce que les pires films je suis pas allé les voir, logique hein. Ensuite je parlerai très rapidement de films qui auraient pu être dans ce top mais que hélas je n'ai pas eu le temps d'aller voir et donc je ne pourrai hélas pas parler. Ensuite je parlerai encore une fois très brièvement de 5 films qui ne sont pas dans le top mais dont j'avais envie de parler, sur lesquels j'avais envie de revenir, qu'ils soient bons ou non. Et puis enfin on attaquera avec le top 11 cinéma 2015, top 11 parce que je voulais absolument parler du 11e film, donc il n'y a pas de raison, hein, je me fais plaisir. Vous avez tout compris, le chapitrage, tout ça, c'est pas une technologie trop avancée pour vous, alors je vous propose de commencer tout de suite avec le flop 5. Le numéro 5 de ce flop 2015, c'est Kung Fury. Et je sais que certains d'entre vous vont se dire mais il a pas sa place ici, je veux dire c'est un moyen métrage du web, il n'a pas sa place dans un top cinéma. J'ai décidé de l'inclure dans le flop, d'abord parce qu'on en a beaucoup parlé, en bien ou en mal, mais on en a beaucoup parlé, comme si c'était un film normal, j'ai donc décidé de le critiquer comme un film normal. Et d'autre part, il faut pas oublier que si le Ulule avait dépassé un certain palier, parce que c'est un film crowdfundé, eh ben ça aurait pu être un long métrage. Et c'est un de ses défauts, mais je vais en parler très brièvement. Kung Fury, c'est un gros trip halluciné, hommage aux années 80, et c'est tout. Et c'est selon moi le gros problème de Kung Fury. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit mais tu comprends pas, c'est un hommage aux 80s, aux films des années 80, c'est trop bien. Oui, sauf que les films des années 80 ne se définissaient pas uniquement comme films des années 80. C'était des thématiques, c'était des choses, l'esthétique était au service de quelque chose, ou en tout cas accompagnait ce quelque chose. L'esthétique travaillée n'est pas une fin en soi, mais plutôt un joli emballage pour parler de quelque chose. Et Kung Fury ne parle de rien. Kung Fury n'a aucun scénario. Je suis désolé, Hitler qui fait du Kung Fu, c'est pas une partie du scénario, selon moi, c'est une partie de l'esthétique. Ça fait pas une intrigue, ça fait pas un thème, ça fait pas grand chose. Pour comparer très rapidement avec un film des 80s, je vais parler de War Games. War Games, c'est typiquement dans cette esthétique-là. Il y a plein de diodes partout. On est dans l'idée du hackage avec des lignes de commande grises sur fond noir. On est typiquement dans cette esthétique là et c'est en partie à cette esthétique que Kung Fury rend hommage. Sauf que War Games c'était pas juste une esthétique, ça parlait de la guerre froide, ça parlait de la relation humain-machine, ça parlait des hackers en général, ça parlait du monde moderne, ça parlait de beaucoup de choses. Un film ne se limite pas à une esthétique. Alors le film ne m'est pas totalement antipathique, je le considère comme sincère. Le gros problème c'est que le créateur du film a fait 3 paliers, le palier bande-annonce, le palier moyen-métrage et le palier long-métrage. Et en fait son moyen-métrage c'est une bande-annonce. C'est une bande-annonce d'une demi-heure. Et du coup, ben... Le numéro 4 dans ce flop, c'est Terminator Genesis, la grosse déception de cette année, même si tout le monde se doutait que ça allait pas être très bien. Je vais pas parler de l'histoire du film, de quoi ça parle, parce que pour être honnête, je m'en souviens plus trop. Ce que je sais, c'est que, hélas, le trailer nous a révélé le twist final, et de l'aveu du réalisateur, et je pense qu'il a en partie raison, le film aurait été beaucoup plus intéressant si on ne nous avait pas dit le grand twist, à savoir que John Connor, c'est le méchant. La bande-annonce l'a dit, je vois pas pourquoi je me priverais de le dire. Cela dit, on va pas se mentir, le film aurait été mauvais même si la bande-annonce n'avait rien révélé du tout, parce que le film est mal écrit, parce que le film est très mal joué, avec d'un côté une actrice de Game of Thrones qui se bat les couilles d'être ici, mais totalement, et puis l'acteur de Die Hard 5. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Le fait de dire Die Hard 5 dans une phrase sert normalement à expliquer à quel point le film ou le comédien est de bas niveau. Tout est mal écrit, tout s'emboîte assez mal, on a du mal à comprendre comment ceci fonctionne comme ça, comment les personnages peuvent agir ainsi. Dans tous les cas, malgré mon grand amour pour Schwarzenegger et malgré le côté fanservice qui m'a touché, même si c'était putassier, m'a touché de voir Terminator avec des cheveux gris, voilà, c'est mon petit kiff nostalgique, mais
Ça ne sauve pas le film, clairement pas, c'est pas pour rien qu'il est numéro 4 dans ce flop. Le troisième, c'est Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Oh là là, mes aïeux, que c'est mauvais. Je suis allé le voir avec Ginger Force, que vous connaissez sans doute, qui a une chaîne très sympathique. Elle-même connaissait Les Chevaliers du Zodiaque, était plus ou moins calée sur le sujet, en tout cas beaucoup plus que moi, qui ne connaissait des Chevaliers du Zodiaque que la série abrégée. Donc une fan et un pas fan, et on a quand même tous les deux été extrêmement déçus. J'ai du mal à comprendre comment un quelconque public peut trouver son bonheur dans ce film. Quelqu'un qui connaît l'histoire des Chevaliers du Zodiaque sera déçu parce que l'intrigue est rushée n'importe comment, et quelqu'un qui ne connaît pas les Chevaliers du Zodiaque ne comprendra rien parce que l'intrigue est rushée n'importe comment. Ajoutons à cela que le film est plutôt moche, hein, j'étais déjà pas fan d'Albator, mais alors là c'est vraiment, je trouve, pas joli, autant les images de synthèse sont impressionnantes que la photographie est laide et les combats sont pas palpitants du tout. Je vais le dire, ce film est chiant, voilà, ce film est chiant. Je pense très sincèrement, et vraiment je suis très sérieux, que Les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée, fait un meilleur résumé de cet arc de la série que ce film. Donc voilà, il y a rien de plus à en dire, c'est mauvais, personne ne trouvera son compte, à fuir de toute urgence. Le numéro 2 de ce flop, c'est Noob le film. Alors je vais pas en parler pendant des plombes, j'ai dit que je ferais une vidéo rien que là-dessus, donc je vais pas du tout m'attarder sur l'autour, je dirais simplement que factuellement c'est un mauvais film, il est mal écrit, mal réalisé et mal joué, on peut pas dire que c'est un bon film, c'est un mauvais film, point. Et le numéro 1 de ce flop, c'est Tekken 3, et vraiment, ça a été une grande surprise, Tekken 3. De ma vie de cinéphile, j'ai rarement vu un film d'action aussi mauvais. Tekken 3 m'énerve, parce que je ne comprends pas les gens qui viennent me dire « Ouais, le premier Tekken, c'était un film d'action efficace. » Non! Depuis quand le premier Tekken est un film d'action efficace? Jamais, non! Le premier Tekken était déjà chiant, je suis désolé, était déjà chiant, mal écrit. Alors tout le monde a fait une fixette sur la catchphrase « Je ne sais pas qui tu es, mais je vais te trouver, je vais te tuer, oh là 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 là, mon dieu !» Ça sent la punchline écrite avec le cul pour mettre dans la bande-annonce. C'est nul, c'est zéro. Alors j'étais déjà pas fan du 1, mais il se trouve que le 2 a réussi à être encore plus mauvais, ce qui est quand même un exploit. Alors il n'a pas eu de récompense, il me semble, au festival du film de merde, mais en tout cas ça a été un supplice de le voir, vraiment j'ai failli m'endormir plusieurs fois, c'est chiant, c'est nul, c'est... Voilà. Et Tekken 3 a réussi à faire pire, ce qui est quand même un exploit. Je suis désolé, mais Tekken 3 réinvente totalement les codes du film d'action. On a, pour l'instant, rarement fait pire. À part Die Hard 5, il y a assez peu de films d'action aussi mauvais que celui-ci. Alors je vais aller dans les évidences, le film est très mal écrit, les comédiens se branlent complètement d'être ici, c'est hallucinant. Mais en plus de ça, j'ai rarement vu un montage aussi cataclysmique. Hein. Quand une voiture se retourne, il y a littéralement no fake, 13 plans pour le montrer. 13 plans, avec la voiture qui tourne au ralenti, tu reviens en arrière, la voiture tourne toujours au ralenti, mais on est revenu plus... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À quel moment le réalisateur s'est dit qu'il fallait 5 minutes à une voiture pour se retourner? Ça défie les lois de la logique, ça défie les lois du cinéma, ça défie les lois de la physique, c'est de la merde. Voilà, maintenant parlons très rapidement des films qui auraient pu être dans ce top, dont j'aurais pu peut-être parler, mais dont je ne parlerai pas parce que je ne les ai pas vus. Problème d'emploi du temps, problème de motivation, il y a plein de choses qui ont pu justifier le fait que je ne suis pas allé les voir. Tout d'abord, dans cette liste, il y a Chappie. Je l'ai mis un petit peu par défaut, parce que c'est pas forcément le film que j'attendais le plus. Je suis pas fan de ce réalisateur. J'avais trouvé Elysium assez moyen, et District 9, j'avais passé un bon moment, mais guère plus. Donc j'attendais pas spécialement Chappie, mais on m'en a beaucoup parlé, autant bien qu'en mal. Du coup, j'étais un petit peu curieux, mais comme au final, on m'en a dit plus de mal que de bien, j'ai décidé de ne pas aller le voir. Voilà, j'avais d'autres priorités, comme trier mes chaussettes. Crimson Peak est également dans cette liste. Je l'avoue, depuis plusieurs années maintenant, je surveille le travail de Del Toro. J'avais bien aimé Le Labyrinthe de Pan, j'ai bien aimé Hellboy 2 et Blade 2. Et puis vraiment, alors que je n'y croyais pas plus que ça, j'ai vraiment surkiffé Pacific Rim. C'était vraiment ma grande surprise. Donc j'étais assez curieux de Crimson Peak, d'autant plus que je suis, notoriété publique, amoureux de Mia. Mais les premiers échos étaient pas forcément ouf, et encore une fois j'ai eu plein d'autres priorités, donc finalement ça ne s'est pas fait, un peu à contre-cœur parce que j'ai voulu aller à la dernière séance, mais je n'ai pas pu me libérer presque au dernier moment, donc c'était vraiment la tristesse. Deepan et Sicario, j'en parle un peu en même temps parce que je suis curieux du travail de ces deux réalisateurs là, à savoir Jacques Audiard pour Deepan et Denis Villeneuve pour Sicario. Dans les deux cas, j'avais aimé plusieurs films de ces réalisateurs, mais sans aller dans le laudatif comme ont pu le faire d'autres critiques avant moi. J'ai bien aimé Un Prophète,
J'ai aimé Prisoners mais sans plus, et j'ai beaucoup aimé Incendie. Du coup j'étais assez curieux de ces deux films. Mais au final, leur distribution d'une part a été assez réduite, et d'autre part, le temps m'a manqué, c'était un moment où j'étais... Je pense que vous commencez à comprendre la justification, maintenant le temps m'a manqué. Je vous dirai quand c'est une autre raison, mais voilà, a priori c'est le temps m'a manqué. Straight Outta Compton. J'avoue que ce film m'intriguait vraiment, dans la mesure où en fait j'espérais y voir le nouveau 8 Mile. J'ai vraiment beaucoup aimé 8 Mile, et j'ai été super surpris, donc quand j'ai entendu parler de ce film, quand j'ai entendu parler de ce qu'il y avait autour, de la véritable histoire, etc., j'étais très curieux. Au final, sa distribution, là encore, a été drastiquement réduite très rapidement, et finalement les dernières séances qui étaient près de chez moi étaient à 22h30, ce qui fait que je devais rentrer à pied, dans un quartier pas forcément très sûr, donc voilà, c'est bête à dire, mais par mesure de sécurité, je ne suis pas allé le voir, mais je pense que je l'achèterai pour le voir, parce que quand même, ça me titille, ce film. Le Voyage d'Arlo, j'ai vraiment, je vous prie de le croire, tout fait pour le voir avant l'enregistrement de ce top, mais hélas je n'ai pas pu. Je me dis que c'est pas si grave que ça, parce que à l'inverse de vice versa, ce Voyage d'Arlo divise. J'étais quand même très curieux parce que d'une part le projet avait l'air très intéressant, et d'autre part, mais ça c'est mon côté doublageophone, il y avait eu un casting grand public pour décider de la voix d'Arlo. C'est suffisamment rare pour être souligné, du coup j'étais curieux de voir le résultat final, surtout qu'avec des enfants c'est pas toujours évident. Je finirai par voir le résultat final sans doute dans les jours qui suivront la publication de ce top, mais là, tout de suite, maintenant, je ne peux pas vous donner de réponse, je suis désolé. Spectre, alors Spectre, j'avais très envie de voir Spectre, et finalement je ne l'ai pas vu. Pourquoi? D'abord j'avais très envie de le voir parce que putain la suite de Skyfall, avec le même réalisateur, parce que putain Christophe Waltz en méchant, Daniel Craig toujours au top, des actrices que j'avais envie de voir en James Bond Girl, donc j'étais quand même très curieux de ce film. Et puis le film est sorti. Et les retours ont pas du tout été unanimes. Alors c'est vrai que le film quand même devait faire mieux que Skyfall, que c'était quand même pas gagné, et au final voilà, il a pas gagné, littéralement. Donc de grosses priorités, il est passé à avoir, de avoir il est passé à ouais si j'ai le temps, et de ouais si j'ai le temps il est passé à bon s'il y a vraiment rien d'autre. Seul sur Mars et The Walk, c'est des films que j'aurais pu voir, que les séances et mon emploi du temps le permettaient, j'aurais pu aller le voir en 2D. Et mon camarade cinéphile Guillaume Tixier, auquel j'accorde volontiers ma confiance dans la mesure du raisonnable, dans la mesure où il ne parle pas de Terrence Malick, m'a dit « Va les voir en 3D ». C'est vraiment dommage de les voir en 2D, tu loupes quelque chose, c'est des films qui sont faits pour être vus en 3D, attends que le Blu-ray 3D sorte et mate-les en 3D. Donc, je suis ses indications, je les verrai quand ils sortiront en Blu-ray 3D, et là je pourrai vraiment profiter des films tels qu'ils doivent être vus. Et enfin dans cette liste, il y a The Big Short, qui est sorti en toute fin d'année, et je pressens à des kilomètres à la ronde que ça va faire comme le Loup de Wall Street l'année dernière, à savoir que je l'ai vu en tout début d'année, et j'ai regretté toute l'année de ne pas avoir pu le mettre number one du classement de l'année précédente. Donc voilà, enfin pas number one, faut pas déconner, mais voilà, c'est mon grand regret, il est sorti en fin d'année, j'ai pas eu le temps de le voir, c'est dommage. Je sens que je vais en parler l'année prochaine en mode je l'ai vu cette année et purée, c'était vachement bien. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, terminons cette grosse partie pré-top en parlant de 5 films dont j'avais envie de vous parler. Ils sont pas dans le top, j'ai pu en parler que très brièvement dans les Flash Ciné, donc j'ai envie de revenir un petit peu dessus, je vous rassure, très brièvement, mais je pense que ces films méritent qu'on s'attarde dessus au moins un petit instant. D'abord, je vais vous parler de Ex Machina que j'ai vu littéralement la veille du tournage de ce top. Il y a 2 films que j'ai vus la veille du tournage de ce top, il y en a un qui est dans le top et l'autre non. Celui qui n'y est pas, c'est Ex Machina, on me l'a beaucoup conseillé et c'est vrai qu'il est très bien. Ex Machina, c'est l'histoire d'un codeur dans une grande entreprise où tout le monde comprendra la référence à Google, qui est invité par son patron pour tester une intelligence artificielle qu'il a créée, qui s'appelle Ava. Ce film est très intelligent, ce film est très bien joué, très bien écrit, et surtout ce film est palpitant. On est happé dès les premières secondes ou presque. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des mystères autour de non seulement cette intelligence artificielle, mais aussi l'endroit où on est, le créateur de cette IA. Tout n'est que mystère, et c'est vraiment très prenant à suivre. Je comprends que beaucoup de gens l'aient mis dans leur top, il sera pas dans le mien, mais je voulais vraiment lui mettre un gros pouce vert et insister sur le fait qu'il est très bien. Tomorrowland,
pourquoi vous tapez tous sur Tomorrowland? Il est bien! Tomorrowland ou À la poursuite de demain, c'est ce film dont tout le monde a parlé mais que personne n'a vu avec George Clooney. Comment on pourrait expliquer l'histoire de Tomorrowland? L'histoire d'une fille qui trouve un pins qui l'amène dans un monde futuriste où on apprend comment changer les choses dans un monde qui part à la dérive. Faites-en ce que vous voulez. Alors non, le film est pas parfait, non, le film est pas extraordinaire, mais il regorge de bonnes idées, il regorge de trouvailles, et c'est quand même quelque chose de trop rare, je trouve, en tout cas dans les films live Disney, c'est quelque chose de trop rare pour qu'on ne le souligne pas quand ça arrive. En plus de ça, je voulais souligner un passage du film qui m'a particulièrement plu, que peut-être je surinterprète, vous allez me dire. Une scène du film où la petite jeune fille s'émerveille un petit peu de tout ce qu'elle voit, pose plein de questions sur le fonctionnement de ces bidules et ces machins, et George Clooney lui répond: « T'en as pas marre de vouloir tout expliquer? Tu peux pas juste t'émerveiller ?» Je bénis cette réplique parce que j'y vois, peut-être à tort, une critique du cinéma de Nolan. On m'a beaucoup reproché, en tout cas sur Twitter, de taper sur Interstellar, que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Quand je l'ai vu, j'ai dit ouais, c'est bien, effectivement c'est un bon moment, mais Nolan tue les scènes d'émotion en voulant à tout prix tout expliquer. Il y avait aussi cette mauvaise habitude dans Inception, et aussi dans Le Prestige. C'est quelque chose qui me dérange dans le cinéma de Nolan, de vouloir toujours tout expliquer, comme si on pouvait pas laisser place à un peu de fantaisie. J'ai beaucoup aimé cette réplique de George Clooney qui résonne encore dans ma tête. Je trouve que c'est vrai. We Are Your Friends, le film qui s'est mangé une bonne grosse bâche, aussi bien critique avec seulement 41% de bonnes reviews sur Rotten Tomatoes, et commercial également. Le film s'est à peine remboursé. Alors c'est vrai que j'étais pas du tout curieux de ce film, mais alors genre vraiment pas, c'était le film dont j'ai à peine entendu parler. Dans le film, il y avait Zac Efron, sur lequel tout le monde tape, et que j'ai trouvé bon dans Nos pires voisins, que j'ai découvert cet été. Le film avait plus qu'une séance dans le cinéma près de chez moi, alors qu'il était sorti il y a 2 semaines. Et puis alors, tout le monde s'en branlait complètement de ce film, et tout le monde bâchait sans même l'avoir vu, ce qui m'a rendu très triste, et du coup par volonté de défendre la veuve et l'orphelin, je suis allé le voir. C'est pas un grand film, clairement pas, mais il ne mérite pas cette bâche. D'accord, c'est un film pas du tout original, c'est un schéma qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Par exemple Whiplash, il avait une conclusion différente, mais c'est à peu près la même forme. C'est l'histoire d'un gars qui veut être le meilleur dans ce domaine, qui s'entraîne, qui rencontre un pro du domaine, qui va lui donner des conseils, etc., qui va le pousser à aller dans ses derniers retranchements, etc., et finalement c'est un problème personnel qui va le faire réussir à transcender son art. C'est quelque chose qu'effectivement on a déjà vu 1 milliard de fois. Mais ce film-là n'est pas plus mauvais qu'un autre, clairement pas. Et si à partir de... ça me rend triste, c'est tout. Ça me rend triste, c'est tout. J'ai passé un bon moment devant... alors voilà, je lui ai mis 6, je crois, sur 10. Mais bordel, il a des notes de merde, ça me rend tellement triste. À chaque fois que quelqu'un bâche We Are Your Friends, un petit chaton meurt. Alors, sauvez les chatons, fermez vos gueules. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de Pixel. Ah, Pixel, Satan, oh mon dieu. Bah non, pas Satan, sérieux les gars, franchement. Ok, Adam Sandler est pathétique. Ok, son copain, dont le nom m'échappe, est pathétique aussi, Kevin James, je crois. Ok, ce film continue, malgré des efforts notables de se foutre de la gueule des gamers, certes, oui, mais avouez que vous avez kiffé voir Donkey Kong détruire New York. Avouez, on ne vous en voudra pas. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Je trouve que le film est plutôt bien construit, qu'il fonctionne. Par exemple, la course-poursuite avec Pac-Man, je trouve qu'il fonctionne très bien. Vraiment, je pense que ce film, certes, n'est pas folichon, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le plan artistique, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'éthique de ce film, sur le message qu'il propose. Mais je pense pas que ce soit un mauvais film. Je pense pas que ce soit un mauvais film. Je vous encourage à le voir, tout simplement. Après, vous l'aimez pas, mais je vous encourage à le voir, je pense pas que vous passerez un mauvais moment. Et enfin, pour terminer cette partie pré-top, qui est déjà beaucoup trop longue, je vais vous parler de All My Movies. All My Movies, pour ceux qui ont loupé ça, c'est une performance artistique opérée par Shia LaBeouf, qui a décidé de remater tous les films de sa filmographie dans l'ordre antéchronologique, donc du dernier qu'il a tourné au premier qu'il a tourné, et c'était organisé par un cinéma, tout le monde pouvait rentrer à intervalles réguliers, donc voir un film avec Shia LaBeouf. C'était très intéressant comme expérience. C'était quelque chose à vivre, évidemment, hein, en replay ça marcherait pas du tout, mais c'était quelque chose à vivre, de venir pendant sa pause café et de voir
Qu'est-ce que faisait Shia LaBeouf? Eh ben, il regardait Charlie's Angels, justement. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Hein. Voilà, hein, promo. Ou alors voir Transformers et s'emmerder, mais alors genre comme un rat mort. Tout ça a été très intéressant. C'était très intéressant aussi de voir les réactions sur Twitter, les gens qui postaient peut-être les captures d'écran qui étaient en adéquation avec ce que voyait Shia. Il y a eu évidemment des détournements, des magnifiques tronches de Shia pendant le film. Et puis, voilà, quelque chose s'est opéré autour de ce phénomène qui n'a duré que 3 jours, mais c'était 3 jours intenses. D'une part, je trouve la performance incroyable, c'était absolument hypnotisant, on avait beau ne pas avoir le son ni l'image, on était vraiment fasciné par Shia qui regardait ces films, parfois en dormant, parfois en souriant, en riant. C'était amusant de voir qu'il riait à des blagues d'un film qu'on n'a jamais considéré comme drôle, ou à l'inverse, de se prendre la tête dans les mains en voyant sa performance dans Transformers. Donc voilà, c'était totalement hypnotisant. Par ailleurs, je trouve que c'était, comme je l'ai dit, une expérience sociologique forte. Tout ce rassemblement autour de cette performance, c'était vraiment très intéressant à poursuivre. C'était, à mon sens, l'expérience la plus intéressante à ce niveau depuis Twitch Plays Pokémon, qui commence à dater, mais qui était quand même un grand moment, je trouve, dans l'histoire du web. Donc c'était très intéressant. Quelque part, j'aimerais que d'autres artistes tentent l'expérience, que d'autres artistes tentent cette performance. Des artistes à la filmographie prolifique, hein, mais pas trop évidemment pour ne pas mourir. Mais voilà, peut-être des gens comme Johnny Depp ou des gens comme Kirsten Dunst. Enfin voilà, des gens qui ont fait des films intéressants et des films moins intéressants. Mais quelque part, je me dis que ça ruinerait un peu la magie, que Shia LaBeouf est un comédien à part, qui a toujours été à part. C'est quelqu'un qui a toujours été à part, et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un autre acteur se coller à cet exercice. Bon allez, on a suffisamment traîné, nous allons tout de suite entamer la partie que beaucoup de gens attendent. Je pense que beaucoup ont zappé totalement toute la partie pré-top pour parler des tops. Donc je vais vous présenter mes 11 films préférés de l'année. Et puis à chaque fois, parce que vous me connaissez, je suis un peu comme ça, je vais vous dire très rapidement s'il faut le voir en VF, en VO ou OSEF. En numéro 11, Nous trois ou rien. J'attendais Nous trois ou rien avec une certaine impatience et c'est clair que je n'ai pas été déçu. Nous trois ou rien est un film de Keiron et c'est un film qui raconte l'histoire du père de Keiron qui est né en Iran, qui a été actif politiquement et qui à un moment s'est expatrié avec sa famille en France et qui finalement a fait sa vie en France. Ce film nous raconte un petit peu son épopée, l'épopée de sa famille. Alors d'abord, j'adore Keiron, j'adore ce qu'il fait sur scène, ce qu'il propose, je trouve ça très intéressant. On va pas se mentir, comme beaucoup d'autres, comme même la quasi-totalité d'entre nous, ne nous le cachons pas, je l'ai découvert avec Bref. Et je me disais, ok, Keiron, c'est un humoriste, ok, Keiron, c'est un bon auteur de blagues, mais Keiron réalisateur, j'ai envie de voir ce que ça donne. Eh ben, c'est bien, mais genre, vraiment. Déjà, pour un premier film, c'est vachement bien. J'imaginais pas que Keiron avait à ce point envie de réaliser. C'est un vrai réalisateur. C'est pas juste un film d'auteur qui a trouvé personne d'autre que lui pour réaliser son film. Il a vraiment des idées de réalisation. Il y a une photographie très soignée. Il y a des plans qui sont magnifiques. Son cadre est réfléchi. Ses plans sont posés. C'est vraiment, il y a un travail de réalisation, pas seulement d'écriture. D'autre part, l'écriture est très soignée. On sent qu'il fait du stand-up. Il y a des scènes qui font stand-up, mais servi par des acteurs, ça rend le tout assez drôle. Déjà, ça c'est clair que le film est drôle, majoritairement drôle, mais aussi touchant quand il faut. Il sait être touchant, il y a pas de problème, il sait créer des scènes de tension, notamment le passage à la frontière, qui est très tendu, et même quand il y a quelque chose qui pourrait provoquer le gag, dans la salle on ne rigole pas, on est toujours tendu, et c'est uniquement une fois la tension passée qu'on rigole tous ensemble, parce que quand même, c'était bien rigolo, parce que le vomi quand même, de manière générale, c'est rigolo. Alors c'est pas tire-larme, et c'est pas non plus pesant, parce que quand on entend un film sur quelqu'un d'actif politiquement en Iran, on se dit oh là là, ça va être chiant, ils vont parler du chat, ils vont parler de la domination, de la religion, etc., de l'imam, du Coran, etc. On sent que ça va être relou. Mais non, en fait pas du tout, c'est vraiment léger comme film, c'est pas pour autant bête ou simple ou vide, pas du tout, c'est simplement un film
Dans un sens, il m'a beaucoup rappelé Persepolis. Persepolis qui non seulement traitait du même sujet, à savoir l'Iran, la révolution iranienne, mais en plus était à peu près dans le même ton, à savoir mi-comédie, mi-drame, avec des grands moments de comédie. Marjane Satrapi, elle sait toujours nous faire rire. Et ben, j'ai reconnu les mêmes qualités dans le film de Cairon. Encore une fois, le fait que ce soit un premier film me bluffe totalement. Je ne savais pas qu'il était réel, je ne savais pas qu'il était capable de faire ça, donc c'est vraiment très très bien. VF ou VO, c'est un film français. Fin de la discussion. Numéro 10. Le Petit Prince. Alors le film m'intriguait, mais le fait que ça ne soit pas une adaptation directe du Petit Prince m'avait un peu rebuté dans un premier temps. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné envie de voir ce film, et je meurs d'envie de vous raconter cette anecdote depuis un bon bout de temps maintenant, c'est Jean-Marc Pantier. Jean-Marc Pantier, c'est un directeur artistique que j'ai rencontré lors d'un voyage sur Paris. Il a dirigé énormément de grandes VF, a écrit énormément de grandes VF. C'est lui qui a dirigé tout et Ghibli, pour vous donner une idée un petit peu du level du bonhomme. Et quand j'avais discuté un petit peu avec lui de quels étaient ses projets actuels, il m'a dit « En ce moment, je bosse sur Le Petit Prince, et c'est génial, c'est vraiment un film touchant, émouvant, qui va parler à beaucoup de gens, et je suis très content de travailler dessus. » Du coup, bah, il m'a titillé, parce que quand même, c'est Jean-Marc Pantier, et j'ai envie de croire à ce qu'il me propose, j'ai envie de croire au projet auquel il croit. Et donc, je suis allé le voir presque en chantonnant, et j'ai été très très agréablement surpris. Donc Le Petit Prince, ça ne raconte pas directement l'histoire du Petit Prince, ça raconte l'histoire d'une jeune fille dont l'avenir est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA au HEC. Une vie bien cadrée, bien réglée comme du papier à musique, jusqu'au jour où elle va rencontrer un aviateur un peu zinzin qui va lui raconter l'histoire du Petit Prince. Comme je l'ai dit, j'avais peur du fait que ce film ne raconte pas directement l'histoire du Petit Prince, mais en fait l'histoire du Petit Prince est magnifier et prendre l'ampleur à travers l'histoire de cette jeune fille qui devient adulte trop vite. Parce que c'est aussi ça l'histoire du Petit Prince, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui doit prendre ses responsabilités parce qu'il est tout seul sur son petit astéroïde. Alors il doit déraciner les baobabs, il doit s'occuper de sa rose, et puis voilà, quelque part ça parle aussi un petit peu de ça, l'histoire du Petit Prince, de la responsabilité. Je trouve le film très touchant, je trouve le film très bien réalisé, j'ai quelques réserves sur la fin. Moi, je l'ai aimé, mais je pense que tout le monde ne va pas accrocher. Au-delà du film, c'est surtout le message du film qui m'a touché. Parce que, comme je l'ai dit, le message du film, c'est « Ne soyez pas adulte trop vite ». L'enfance, c'est quelque chose de merveilleux, il faut s'attarder dessus. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans la mesure où, à 24 ans, on me dit toujours « Arrête de faire le bébé ». Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche forcément. Mais au-delà de ça, quand je suis sorti de la séance du film, j'étais dans un grand centre commercial, je suis allé le voir dans un UGC qui était en plein milieu d'un centre commercial, et j'ai vu sortir d'un magasin une jeune fille très bien habillée, qui était accompagnée de sa maman qui était elle aussi très bien habillée, et qui tenait dans ses mains un sac Zara, et qui portait des talons. Et elle avait genre entre 8 et 12 ans dans ces eaux-là. Et je me suis rendu compte à quel point le message du film était important, parce que aujourd'hui, on a tendance non seulement à responsabiliser les enfants tôt, mais aussi à leur offrir des outils d'adultes très tôt. Je veux dire, quand on offre à un gamin de 5 ans un iPad, moi c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Je veux bien croire qu'il ait envie de jouer à Candy Crush, mais c'est disproportionné, on va dire. Le message de ce film m'a touché, et c'est donc en partie pour ça, mais aussi à cause de toutes les qualités du film que j'ai énumérées, que je le mets numéro 10. Concernant la VF ou la VO, en fait, je n'ai toujours pas très bien compris si la langue originale du film était le français ou l'anglais. C'est un film franco-canadien qui a été produit en France et au Canada, logique, mais il a été réalisé par un réalisateur américain, le réalisateur de Kung Fu Panda. Le film est d'abord sorti en France, il est sorti en France en mai, il sort aux États-Unis en mars. Sur le DVD, il y a la version anglaise et la version française. Je sais pas quelle a été la version de base. En plus, dans les images making-of, etc., on les voit doubler sur une bande rythmo. Mais d'un autre côté, ils peuvent très bien doubler une voix témoin. Donc, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les voix françaises sont très bien. Numéro 9. The Lobster. The Lobster se passe dans un monde alternatif où les gens doivent forcément vivre en couple parce que sinon, bah c'est pas bien. Il existe un établissement spécialisé pour trouver l'amour en un temps limité. Les gens doivent essayer de trouver leur compagnon en fonction de quelques points de détail, c'est assez drôle et absurde, et s'ils n'y arrivent pas, eh bien ils se transforment en un animal de leur choix. Il se trouve que pour notre héros, c'est le homard, d'où le nom du film, The Lobster. Il va arriver plein de trucs à notre héros, des choses absurdes, des choses tristes, des choses joyeuses, des choses drôles, des choses pas drôles. Il va arriver plein de trucs à notre héros, et c'est
très intéressant, très drôle, très touchant. Malheureusement, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, parce que c'est un film dont j'ai du mal à me rappeler aujourd'hui. Un peu comme quand j'avais fait mon top de l'année dernière et que j'avais parlé de Her, j'en avais pas dit grand chose parce que je savais que le film m'avait plu, je savais que quand je le reverrais, je me souviendrais pourquoi je l'ai aimé, mais sur le moment, j'arrivais pas vraiment à expliciter pourquoi il m'avait tant plu. Et ben c'est un peu pareil pour The Lobster. Je saurais pas vous dire avec précision qu'est-ce qui m'a plu dans ce film, mais le film m'a plu. J'étais émerveillé parce que le réalisateur, parce que le scénariste proposait. J'ai vraiment été soufflé, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais dans ce film. Et c'est pour ça qu'il est dans une si bonne position. Je ne l'ai vu qu'en VO, je ne sais même pas s'il existe une VF. Donc là, comme ça, de but en blanc, je vous conseille la VO. Numéro 8. Citizen 4, ou Citizen 4, comme vous voulez, je m'en bats les steaks. Alors à moins que vous ayez zappé toute la partie pré-top, vous vous souvenez peut-être tout à l'heure que je vous ai dit qu'il y avait un film que j'avais vu la veille de ce top. Eh ben c'est lui, c'est Citizen 4. Je l'ai vu parce que je me disais qu'il avait peut-être une chance de figurer dans le top 10, et effectivement, il figure dans ce top 10. Mais Citizen 4, qu'est-ce que c'est? Parce que je vous avoue qu'avant de le voir, j'avais moi-même pas tout compris de quoi ça parlait, donc je vais éclairer vos lanternes. Citizen 4 s'intéresse à toute l'histoire et tout le ramdam qu'il y a eu autour des révélations de Edward Snowden quant à la surveillance du peuple américain par la NSA. Alors une partie du documentaire s'intéresse à ce système en lui-même, s'intéresse au fait que oui, effectivement, la NSA surveille les Américains et même, on va pas se mentir, tous les citoyens du monde à leur insu, de manière parfaitement illégale et anticonstitutionnelle, mais que c'est la vie, on n'y peut pas grand-chose, et puis tout ça c'est pour lutter contre le terroriste, alors attention, attention, les terroristes c'est méchant, alors voilà, Mais le film m'a surtout intéressé pour la partie sur Edward Snowden. En fait, en voyant l'affiche, je me suis dit, d'accord, la réalisatrice est allée interviewer Edward Snowden maintenant, alors qu'il est caché en Russie ou je ne sais plus trop où, et ça doit faire rager les autorités américaines de savoir qu'elle arrive à l'interviewer et que eux ne peuvent pas le choper. Et en fait, pas du tout, j'étais totalement dans l'erreur, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le film est là au moment où Edward Snowden fait ses révélations. C'est-à-dire qu'on va suivre en direct les répercussions des révélations d'Edward Snowden. Déjà, on va suivre comment il arrive à contacter les journalistes à qui il tient à faire ces révélations, comment il les a choisis. Ils se sont choisis eux-mêmes puisque c'était des journalistes qui étaient déjà politiquement engagés et qui avaient déjà consacré des sujets à la toute-puissance du gouvernement américain au détriment du peuple et de sa constitution. Notamment la réalisatrice du film, Laura Poitras, qui avait déjà fait 2 films sur l'Amérique post-11 septembre. Que je n'ai pas vu, hélas. Et le film a un rythme quasiment de thriller, quasiment de film d'espionnage, parce qu'on va voir toutes les répercussions heure par heure, jour par jour, que vont avoir les révélations d'Edward Snowden, c'est-à-dire qu'il est caché dans une chambre d'hôtel, et petit à petit, il y a des journalistes qui vont essayer d'avoir accès à cette chambre d'hôtel, et puis petit à petit, il va prendre des nouvelles de sa famille, il va se rendre compte qu'il y a des camions, bizarrement, devant sa maison, alors que a priori, il n'y a pas de chantier, donc c'est bizarre. Il y a une scène absolument angoissante où le téléphone sonne, et on sait pas qui est-ce qui a l'appareil, mais c'est superbe. Ce film est une grande claque. C'est un documentaire, donc si on est un peu réfractaire au documentaire, on n'aimera pas forcément, mais c'est dommage parce que c'est quand même un des documentaires les mieux foutus que j'ai vu depuis assez longtemps. C'est un documentaire d'investigation très poussé, on se dit que les réalisateurs vont avoir des problèmes, et d'ailleurs on les voit avoir des problèmes, on voit la réalisatrice du film qui ne veut pas retourner aux États-Unis parce qu'elle va avoir des soucis, du coup elle monte son film depuis Berlin. Le rythme est très soutenu, le film est très fort, c'est très intéressant, on est évidemment scandalisé de savoir que le gouvernement fait tout ça et que nous, on n'y peut rien et on peut rien y faire et c'est scandaleux, mais le gouvernement a les pleins pouvoirs et puis c'est comme ça et puis si t'es pas content c'est le même prix parce que de toute manière c'est pour lutter contre les méchants terroristes. Et puis le personnage de Edward Snowden, qui est à mi-chemin entre Jean-Baptiste Monnier et Tom Laurent, est très 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 intéressant à suivre. Je l'ai loupé en salle au moment de sa diffusion et je me suis dit, c'est pas grave, c'est un documentaire, c'est pas grave si je le vois ailleurs qu'en salle, c'est pas très grave. Aujourd'hui, après l'avoir vu, je regrette de pas l'avoir vu en salle, parce que c'est un film qui aurait pris une toute autre dimension sur un écran de cinéma. Je vous encourage à le voir, c'est vraiment un film qui est passé plus ou moins inaperçu, en France en tout cas, donc voyez-le, vraiment, achetez-le parce qu'il est chez un petit éditeur, donc ça vaut le coup de l'acheter, achetez-le, c'est cool. VO ou VF, de mémoire il n'y a pas de VF, donc VO. Numéro 7. Souvenir de Marnie. Un souvenir de Marnie.
Le dernier film au sens propre des studios Ghibli. Quand Le Vent se lève est sorti, je me suis dit, c'est une belle conclusion de la carrière de Miyazaki. Et si le studio Ghibli s'arrêtait là-dessus, ça me conviendrait. Ensuite, Kaguya est sorti et je me suis dit, putain, il faut que le studio Ghibli se conclue là-dessus, se conclue sur cette apothéose, se conclue sur son meilleur film. Et puis a été annoncé Souvenir de Marnie, un film de Yonebayashi, qui avait réalisé le moyen Arrietty. Donc j'étais pas tout à fait en confiance, hein. Je me suis dit c'est dommage de terminer sur un film d'un réalisateur tiers, un réalisateur secondaire on va dire, enfin voilà, pas le duo Miyazaki-Takahata, je trouvais ça dommage. Et j'ai vu le film, et c'est clair qu'il est moins bon que Le Vent se lève et que Les Contes de la Princesse Kaguya, mais ça me convient que le studio Ghibli se termine là-dessus. Souvenir de Marnie nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Anna, qui va passer un peu de temps chez ses parents parce que, elle est un peu malade et donc du coup l'air de la mer lui fera le plus grand bien. C'est bien connu, la mer, c'est chouette. Et donc pendant cet été d'exploration et d'aventure, elle va découvrir une vieille maison qui semble abandonnée. Selon les villageois d'ailleurs, elle est abandonnée depuis belle lurette et pourtant, elle va y rencontrer quelqu'un, une jeune fille qui s'appelle Marnie. D'abord, le film est très bien réalisé, le film est très beau, le film est ce que j'attendais d'un Ghibli non Miyazaki Takahata et que jusqu'à maintenant je n'avais pas eu. Parce que avouons-le, le Royaume des Chats c'était franchement pas terrible, Les Contes de Terre-Mère c'était de la merde en boîte, La Colline aux Coquelicots c'était sympa sans plus, et Arrietty, Arrietty avait pas grand chose d'exceptionnel. Là, Souvenir de Marnie se détache, vraiment c'est un film beau, c'est un film bien réalisé, bien fait, bien fini, un film qui respire le Ghibli. En parallèle, le film aborde des thématiques très intéressantes, le film aborde l'amitié, le film aborde presque l'amour, je n'ose pas le dire, parce que quand même, voilà, hein, mais franchement, ça transpire pendant tout le film. Le film est émouvant, le film est touchant, le film est bien écrit, le film est bien rythmé, le film est vraiment ce que j'attendais d'un Ghibli non Miyazaki Takahata. Je commence un petit peu à tourner en rond, donc je crois que je vais m'arrêter là pour les Souvenirs de Marnie. Sachez juste qu'il faut le voir. Et puis alors, il faut le voir comme vous voulez, mais la VF est très bien. Numéro 6. Goodnight Mommy. Le premier truc que j'ai à dire sur Goodnight Mommy, c'est n'allez pas vous renseigner sur le film, parce qu'il y a des gros malins qui spoilent totalement la fin, en mode « Oh oui, mais je veux dire, tout le monde l'avait vu venir, enfin voyons !» Non, tout le monde ne l'avait pas vu venir, donc n'allez pas vous renseigner, parce que je connais des gens peu fréquentables qui s'en battent les couilles et qui spoilent la fin comme des gros bâtards. Donc, voyez-le, et ensuite, renseignez-vous dessus si vous voulez. Goodnight Mommy est donc un film autrichien que j'ai eu l'occasion de voir au festival Hallucination Collective. Il est sorti directement en DVD, mais vous pouvez vous ruer sur le DVD, c'est du bon. Goodnight Mommy, c'est l'histoire d'une famille composée d'une mère et de 2 jumeaux. La mère a un grave accident qui nécessite une opération de chirurgie esthétique, mais quand elle revient à la maison, ses enfants ne la reconnaissent pas. Elle a l'air méchante, elle a l'air différente, c'est pas leur mère. Ils vont donc essayer de comprendre pourquoi c'est pas leur mère. Qu'est-ce qui fait qu'elle leur semble différente? Je vais pas vous mentir, bien que au fil des années, je me suis rendu compte que je pleurais de plus en plus facilement au cinéma, j'ai très rarement peur au cinéma. J'ai beau essayer, on a beau me proposer des films qu'on me vend comme très angoissants, je n'ai quasiment jamais peur au cinéma. Dans les vieux films, j'ai vu L'Exorciste, je me suis ennuyé. Dans les films récents, j'ai vu It Follows, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je n'ai pas eu peur. Goodnight Mommy est un film d'angoisse pure, et ça marche très très bien. Je vais pas m'étendre davantage parce que ce serait vous raconter le contenu du film. Ce que je peux vous dire, c'est que on est aussi intrigué que les enfants, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi leur mère agit comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ça réagit comme ça, et puis ils font des choses pour essayer de tester leur mère qui sont absolument insoutenable. Alors c'est un film choc, certains critiques lui reprochent de n'être que ça, je suis pas forcément d'accord, je pense que le film a plein d'autres qualités, je trouve que surtout le climat qu'il installe est très oppressant et fonctionne. C'est pour ça que je vous l'ai mis numéro 6 et que je vous encourage de le voir. Puis alors en VO parce que j'ai pas vu de VF, je sais même pas si elle existe. Numéro 5. Les Dissociés. Oui, 100 fois oui, ce n'est pas un prix exagéré. Non, oui, Les Dissociés, oui. Numéro 5,
Oui, Les Dissociés est donc un film du collectif Suricat qui est donc composé de Raphaël Descraques, Julien Josselin et Vincent Tirel. Les Dissociés raconte l'histoire d'un couple lambda, Lily et Ben, qui se retrouvent swappés dans les corps de 2 autres personnes. On leur a volé leur corps, on était censé les leur rendre, mais un méchant du nom de Milo essaye de dominer la planète avec ses capacités de dissocier. Ils vont donc intégrer les autres dissociés, essayer de comprendre comment on peut changer de corps, etc. Et surtout venir en aide à Magali, une petite fille de 5 ans bloquée dans le corps de Vincent Tirel, qui est la seule suffisamment puissante pour arrêter Milo. Je pense que je vous ai super mal vendu le film, et je m'en veux, mais d'un autre côté, je sais pas trop comment expliquer ça, parce que Les Dissociés, c'est vraiment cool. Les Dissociés, c'est une leçon à tous les niveaux. D'abord, il faut savoir que le film a été créé avec quasiment 3 fois rien, je veux dire, son budget, c'est 150 000 balles. 150 000 balles, c'est rien. C'est véritablement rien, et ils ont récupéré cette somme avec quasiment que le placement produit. Placement produit qui d'ailleurs, et certains studios feraient bien d'en prendre de la graine. Je ne vise personne, mais enfin, il n'empêche que le placement produit des Dissociés est quand même vachement bien dosé et passe quasiment inaperçu. Les Dissociés, c'est également la preuve qu'on peut faire un film français de fantastique, de science-fiction, sans paraître nanardesque. Je veux dire, soyons sérieux, en film de SF français ces derniers temps, il est sorti quoi par Les Dissociés? Je sais pas, Lucie? Ferme ta gueule. Non, ferme bien ta gueule. Bon, plus sérieusement, quel bon film de SF français est sorti ces derniers temps? Il y en a qu'un, il s'appelle Les Dissociés, il est sorti que sur internet et il a coûté 150 000 balles. Alors à un moment, faut arrêter, voilà. Alors là, j'ai parlé de l'autour du film, mais le film en lui-même, qu'est-ce qu'il vaut? Il est vachement bien! D'abord, le film est drôle. Le film est très drôle. À chaque fois qu'il y a un gag, il fait mouche, y compris les gags autour de la mouche. Tout fonctionne bien, tout s'embrique bien. Le scénario est cohérent, le scénario tient la route, tout fonctionne à merveille. Ce que j'adore avec l'humour des Suricates de manière générale, c'est qu'il est accessible à tous. C'est pas un humour, comme on en voit trop, je trouve, en France. C'est pas un humour qui se moque. C'est pas un humour qui se fait au détriment d'une personne, d'une minorité, etc. C'est un humour totalement accessible, c'est un humour léger, c'est un humour sain, j'ai envie de dire, et c'est un humour intergénérationnel. J'ai eu un petit doute à un moment, mais je l'ai montré à mon père qui a beaucoup ri, notamment dès que ça parlait de masturbation, alors que je croyais mon père un peu plus coincé que ça. Donc voilà, c'est un film intergénérationnel, c'est un film qui fonctionne pour tout le monde, et c'est un humour qui fonctionne pour tout le monde. Ça, c'est, je trouve, très important. En plus de ça, le film est touchant quand il faut l'être. Le film sait créer ces moments de drama. Ça a toujours été la force des Suricates, on va pas se mentir, hein. On regarde Le Fantôme de Merde, on regarde Faites-le rire, on regarde des choses comme ça. Les Suricates ont toujours réussi à créer le moment de drama où il fallait quand il fallait. Je pense surtout au syndrome post-rupture de Flaubert, qui est à ce niveau, je trouve, un excellent exemple. Alors évidemment, la structure en elle-même est pas incroyablement originale. Forcément, c'est un film qu'on a déjà eu l'impression d'avoir vu quelque part. Mais avec, d'un autre côté, un univers et un humour vraiment propre aux Suricates, que jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé nulle part ailleurs en France. Donc je suis vraiment très content qu'ils aient réussi à développer cet univers sur un long métrage. Parce que ce n'est pas un long sketch, c'est un vrai long métrage. Ça me paraît très important de le souligner. Alors oui, il y a quelques erreurs, je pense notamment au personnage de l'anglais touriste, que je trouve particulièrement insupportable. Mais ce n'est que Pékedi sur ce beau tableau qu'est Les Dissociés. Donc voilà, j'ai vraiment envie de l'encourager. Personnellement, c'est vraiment un de mes films coup de cœur de cette année. J'ai vraiment envie de l'encourager, j'ai vraiment envie de le mettre numéro 5. Vous vous dites peut-être c'est exagéré, vous vous dites peut-être qu'il mérite pas d'être numéro 5, vous dites peut-être qu'il est moins bien que Citizen Four, qu'il est moins bien que The Lobster. Mais non, moi je vous le dis, les Suricates méritent cette 5e place. C'est un film français, donc non, il n'y a pas de VF. Numéro 4. Aïe. Voilà un film dont vous n'avez absolument pas entendu parler. Ou alors vous êtes allé au festival Hallucination Collective et dans ce cas-là je vous félicite, bravo. Et vous savez très bien dans ce cas-là qu'est-ce que je m'apprête à dire de Aïe. Donc Aïe est un film réalisé par S. Shankar. C'est un film indien ou plutôt tamoul ou tamil, je ne sais pas qu'est-ce qui est la nationalité et qu'est-ce qui est la langue. En tout cas c'est un film qui n'est pas en hindi mais qui a bien été produit en Inde. Le film raconte l'histoire de Lingesa, un bodybuilder qui rêve d'être le Mister Muscle d'Inde et qui est très amoureux d'une top
modèle qui fait dans les parfums et le prêt-à-porter, qui va par un concours de circonstances se retrouver à faire le top modèle, qui va vivre une folle et incroyable histoire d'amour avec cette jeune fille top modèle, mais qui va attirer curiosité, convoitise, mépris, méfiance et dégoût, et qui va finalement se retrouver pris à son propre piège, transformé en monstre. Oh mon Dieu, ce film a été une grande claque dans la gueule. Le film dure 3 heures, je peux vous garantir qu'à aucun moment, mais à aucun moment, on ne se dit « Putain, ça fait combien de temps que je suis là, vivement que ça se termine ». Jamais, j'ai jamais regardé ma montre. Dans un film de 3 heures, généralement je regarde au moins une fois ma montre. Et là, j'ai rien vu passer. C'était magique. Vous l'aurez peut-être compris en m'entendant parler du pitch, c'est un film qui mêle à la fois romance, horreur, thriller, polar, comédie musicale, ce film fait tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils arriveront jamais à tout faire, même en 3 heures. Eh ben si. Alors à ce qu'on m'a dit, c'est vraiment une habitude bollywoodienne de mélanger tous les genres, et voilà. Mais je ne sais pas si c'est toujours aussi bien fait que dans ce film, qui apparemment quand même a reçu d'excellentes notes en Inde et est considéré comme un des plus grands blockbusters indiens. Donc je ne connais pas suffisamment le cinéma bollywoodien pour avoir des éléments de comparaison. Ce que je peux dire, c'est que pour un spectateur occidental qui n'est pas habitué à ça, c'est une gronde claque. Le film est drôle, le film est bien rythmé, le film est assez fou, le film essaye de faire plein de trucs, le film nous embarque dans tout un tas d'univers, la photo est léchée, les maquillages sont très léchés, ils sont faits par la Weta, les musiques sont assez entraînantes, Malasanaite, vous allez vous retrouver à la chantonner à la sortie du film alors que vous ne parlez pas un broc de tamoul, mais c'est pas grave parce que quand même c'est la joie et Malasanaite. Le film est généreux à un point hallucinant, le film comporte plein de petits éléments drôles, le film ose des trucs que nous on n'ose plus faire en Occident sans doute parce qu'on est trop coincé dans nos petits carcans schématiques et voilà, et ça fait chier. Je veux dire, le pur méchant avec une pure moustache, ça nous manque dans nos films occidentaux. Moi aussi, je veux des méchants avec des pures moustaches. Bon, et puis parce qu'il faut bien en parler, il y a une loi en Inde qui oblige les films à afficher un message de santé publique dès qu'un personnage fume ou boit. Et il se trouve que les méchants font beaucoup ça. Donc, c'est très drôle. C'est une vision assez particulière du film quand tu vois les méchants autour d'une table à fumer et que toutes les 5 secondes il y a un message d'intérêt public qui dit fumer, c'est pas bien. C'est surréaliste. Mais ça participe à l'expérience assez incroyable qu'est ce film. Donc je vous encourage vraiment à le voir. En plus, vous n'avez pas d'excuses parce que le distributeur indien du film l'a mis en ligne de manière totalement gratuite sur YouTube. Alors, certes, c'est pas de la HD, et certes, il y a un putain de marqueur sur la péloche qui est très chiant, et certes, il y a pas de sous-titres français, mais franchement, ça vaut le coup. Franchement, putain, ce film est bien, ce film est la grande surprise, ce film. Ah là là, j'aime ce film, et j'en ferai la promo jusqu'à la fin des temps, parce que c'est vraiment un film qui m'a marqué. Donc voilà, voyez-le. Mais non, il y a pas de VF, imbécile. Numéro 3. Birdman. Birdman fait partie de ces films que j'ai vus un peu avant de faire ce top, que j'ai loupé à sa sortie. Je me suis dit que tout le tapage qu'il y avait autour de ce film était peut-être légèrement exagéré, hein. Je veux dire, ça a beau être un film avec un seul plan séquence, bah c'est pas pour autant que c'est un chef-d'œuvre. Et ben, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Birdman, ça raconte l'histoire d'un acteur qui fut, un temps, un acteur d'un film de super-héros, et qui aujourd'hui cherche une légitimité en tant qu'acteur en mettant en scène une nouvelle bien connue sur un théâtre de Broadway. Il espère avoir le triomphe, il espère avoir une reconnaissance artistique de ses pairs, alors que le personnage qu'il incarnait, le fameux Birdman, le hante encore. Je vais pas beaucoup parler du film parce que j'estime que tout a déjà été dit sur ce film par des gens bien plus doués que moi. Donc je dirais simplement que le film m'a explosé les yeux. Dans le bon sens, hein, je veux pas dire qu'il est pour épileptique. Je veux dire qu'il m'a vraiment ébloui par la maestria de sa réalisation, par cette manière qu'a Iñárritu de savoir ce qu'il fait, de composer ses plans, ses cadres, etc., de savoir où il va, de diriger ses acteurs aussi, parce que putain, les acteurs sont très bien dirigés. Edward Norton est absolument génial dans ce film, de même que Michael Keaton. Il y a des scènes oniriques très belles, il y a beaucoup de choses dans ce film dont je ne pourrais pas parler sans me répéter par rapport à mes camarades vidéastes. J'ai pas envie d'en faire une litanie, donc je dirais simplement que le film est vraiment très bien, qu'il a mérité ses Oscars, ça c'est sûr, que Michael Keaton prouve qu'il en a encore dans le slibard,
qui me donne envie de voir The Revenant qui sort sous peu, donc j'ai hâte de voir ça. Il est donc numéro 3. Numéro 2. Kingsman, service secret. Oh là là. Oh là là, Kingsman. Kingsman, vous voyez mes réactions visagières sont de plus en plus prononcées. Mais Kingsman... Kingsman, c'est le nom d'une agence de services secret pour tout le monde, y compris pour les organisations gouvernementales. Une agence privée, c'est une agence autonome composée de gentlemen qui savent se battre, qui savent discuter, qui savent raisonner. Bref, des grands mecs trop baraques et trop classe. Mais le film nous raconte surtout l'histoire d'Eggsy, un jeune homme qui vit dans une banlieue paumée avec sa mère alcoolique qui se fait tabasser par son beau-père qui est un gros connard et qui un jour va croiser la route d'un ancien collègue de son père qui était dans les Kingsman et qui va lui proposer une chance de faire autre chose de sa vie, la chance de devenir un Kingsman et de lutter contre un grand méchant Kizozot joué par Samuel L. Jackson. J'ai fait un résumé très succinct du film pour ne pas trop vous en dire. Très sincèrement, c'est l'un des meilleurs films de divertissement pur de cette décennie. Pourtant, j'y allais vraiment à reculons, parce que, vu la bande-annonce, vu le stéréotype ambulant qu'avait l'air d'être Eggsy, vu le stéréotype ambulant qu'avait l'air d'être Colin Firth, je m'attendais à un Men in Black bas de gamme, avec un wesh-wesh du 9-3 qui va intégrer des mecs trop classe et qui va accumuler bourde sur bourde, mais qui finalement va se révéler un mec trop stylé. Bah pas du tout. Pas du tout. Parce que Eggsy est loin d'être ce stéréotype-là. Certes, Eggsy vit en banlieue, mais il a toujours eu d'excellentes capacités cognitives, physiques, il a toujours bien géré, et il se trouve que c'est vraiment par la force des choses qu'il s'est retrouvé embrigadé et enfermé dans un univers qui ne lui correspondait pas. À l'inverse, Colin Firth, c'est pas parce qu'il est un gentleman qui ne dit pas des gros mots et qu'il est coincé comme un coin. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça correspond bien à ce stéréotype que je me faisais de Colin Firth. Le film est servi par une brochette d'acteurs tous plus talentueux les uns que les autres. J'ai parlé de Colin Firth, mais il y a aussi ce cher Michael Caine, il y a aussi ce cher Mark Strong, que j'aime définitivement de plus en plus. Il y a Mark Hamill, mais vous ne le reconnaîtrez jamais parce que vous aviez oublié à quoi ressemblait Mark Hamill jusqu'à Star Wars 7. Et puis, il y a Samuel L. Jackson Kizozot, qui est un excellent méchant. Le film, j'ai dit que le film était un excellent film de divertissement, et je persiste et signe, dans la mesure où c'est un film très drôle, avec d'excellents gags, d'excellents trucs qui marchent, mais c'est aussi un film avec des scènes d'action folles, et je suppose qu'on vous a déjà parlé une trentaine de fois de la scène de l'église, mais putain, la scène de l'église! La scène de l'église! Je vais pas vous en mettre des extraits, je vais pas vous la décrire, je vais simplement vous dire que putain, faut voir Kingsman ne serait-ce que pour la scène de l'église, qui est une des scènes d'action les plus folles que j'ai vues depuis un bon paquet de temps. Il n'y a aucun temps mort, le film est très bien rythmé, très bien réalisé. Entre parenthèses, je parlais du placement produit dans Les Dissociés, mais celui de Kingsman est également bien géré. Il est visible, mais il fait vraiment partie de l'intrigue, il fait vraiment partie du personnage, de l'univers, et du coup, bah, ça passe presque inaperçu. Presque. Bref, Kingsman, c'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien tourné, c'est bien monté, c'est bien joué, c'est bien mis en place, c'est bien rythmé, c'est bien tout ce que vous voulez, et je vous assure qu'il est resté très longtemps number one de mon top 11. Donc voyez-le, c'est un ordre. Et voyez-le dans la langue que vous voulez, VO ou VF. J'aime beaucoup la VF de Samuel L. Jackson, mais je préfère la VO de Colin Firth. Donc c'est comme vous voulez, les deux sont bien, mais dans tous les cas, de toute manière, quelle que soit la version, il faut le voir. Et enfin, numéro 1... Vous m'avez vu venir, je pense, pendant tout ce top, hein. Au fur et à mesure que les étages ont grimpé, vous vous êtes dit, attends, il y a une couille. Il y a une couille, je les vois pas arriver. Où est-ce qu'ils sont? Il y a un problème. Je vous jure, je vous promets que jusqu'au dernier moment, jusqu'à il y a quelques minutes avant stop, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il y ait un numéro 1. Mais je suis désolé, j'ai pas réussi à départager Mad Max Fury Road et vice versa. Tu préfères commencer ou je commence comme tu veux? Bah écoute, c'est comme tu le sens, hein. Comme tu veux. Ok, bah écoute, je prends la main, ça marche.
Mad Max Fury Road! Mad Max Fury Road, la putain de sa race! Mad Max Fury Road, c'est l'histoire de Max Rokatansky, l'éternel loup solitaire du monde post-apocalyptique, qui va se faire capturer par une tribu et qui va se faire traiter de sale globulaire parce qu'on a besoin de son sang parce qu'il est donneur universel. Pendant ce temps-là, Furiosa, l'une des impérateurs de cette tribu, est censée faire parvenir une livraison de gasoil et d'eau à une ville à côté, mais en fait tout ceci n'est qu'un stratagème pour faire s'évader les femmes prisonnières du chef de cette incroyable tribu qui s'appelle Immortan Joe. Mad Max Fury Road, c'est une course-poursuite géante de 2 heures et putain qu'est-ce que c'est bien! Oh mon dieu, Mad Max c'est une claque à tous les niveaux. Par exemple, c'est une claque visuelle. Tout est magnifique dans Mad Max Fury Road, que ce soit la réa évidemment, mais également les couleurs, les cadres, la manière dont tout est mis en place, c'est absolument magnifique. Il y a une théorie, un théorème, un concept, je sais pas trop quel est le terme exact du cinéma, qui est Every frame is a painting, qui dit que normalement on peut mettre en pause n'importe quel film et chaque cadre doit être conçu comme une peinture. Putain, mais Mad Max Fury Road est exactement l'incarnation de ce concept. Tu prends le film, tu fais pause à n'importe quel moment du film, la capture d'écran tu peux l'encadrer et la foutre dans un musée, ça ne choquera personne. C'est un film magnifique, c'est un film superbe, c'est un film, je suis sûr que dans 20 ans on en parle dans les écoles de cinéma. J'en suis persuadé. Au-delà de ça, Mad Max c'est également une claque en termes de narration, et le premier qui me dit que Mad Max Fury Road n'a pas de scénario, je lui coupe les testicules. Parce que non, messieurs et mesdames, la scénarisation, ça ne passe pas que par les dialogues et les situations, ça passe aussi par la putain de réalisation. Et pour s'en rendre compte, il y a un personnage qui est nickel pour s'en rendre compte, c'est le personnage de Splendid. Splendid, c'est la femme préférée d'Immortan Joe, c'est à mes yeux la plus belle. Elle a genre 3 ou 4 répliques dans le film, grand maximum. Mais attention, ici, Mr. Fox spoil. À un moment, elle est physiquement en danger, elle arrive à s'en sortir, et Max, qui suivait un petit peu ce qui se tramait, lui fait un petit pouce vert. Rien qu'avec ce pouce vert, alors que le personnage a dit 4 lignes, on arrive à s'attacher à lui. On s'attache à Splendid rien que parce que Max lui a adressé un pouce vert. Rien qu'avec ce pouce, Splendid a pris une autre dimension, rien qu'avec ce pouce, on s'attache au personnage de Splendid, et c'est d'autant plus bâtard qu'on le tue devant nos yeux, 5 secondes plus tard! Tous les dialogues du monde n'auraient pas réussi à nous faire nous attacher à Splendid mieux que ce pouce vert. C'est quand même dingue ce qu'arrive à faire George Miller. Alors évidemment, George Miller, il a plus rien à prouver, je veux dire, il nous a fait Happy Feet 1 et 2 qui non, ne sont pas juste des films avec des pingouins qui dansent. Moi aussi, je le croyais, je vous promets que moi aussi, je le croyais, mais non! Il a aussi écrit Babe 1 et 2 et réalisé Babe 2, et je vous promets que Babe 2, putain, faut pas le montrer à des gamins. C'est horrible ce qui s'y passe, mais horrible, putain. Et le film est très bien. Bref, George Miller, il gère. En écriture, en réalisation, en tout ce que tu veux, il gère. Je l'ai pas dit, mais évidemment, il gère niveau direction d'acteur. Charlize Theron pue la classe. Tom Hardy pue la classe. Immortan Joe pue la classe. Nux, putain, Nux. Jamais j'aurais cru m'attacher à un personnage comme Nux. Et putain, mais Nicholas Hoult, il l'incarne tellement bien. C'est beau, c'est bien, c'est génial. Au-delà de la claque narrative, au-delà de la claque visuelle, c'est une claque évidemment émotionnelle, qui est liée aux deux autres évidemment, mais c'est une claque émotionnelle. Putain, il y a 3 fois où j'ai pleuré. Alors évidemment, je spoil comme un gros bâtard. La première, c'est la mort de Splendid. Comme je l'ai expliqué avant, en une fraction de seconde, on nous fait nous attacher à Splendid, et juste après on nous l'arrache. C'est vraiment un fils de pute, George Miller. En 2, la mort de Nux. Oh putain. Alors lui, on s'était attaché à lui depuis beaucoup plus longtemps. Mais putain, la manière dont il meurt, la manière dont c'était mis en scène, la manière dont il termine avec le soyez témoin. Oh putain, c'est tellement puissant. C'est tellement bon, c'est tellement... Je t'aime, George Miller. Et puis alors il y a ce plan magnifique, ce plan merveilleux, où Charlize Theron, réalisant qu'elle a couru après un mirage, s'effondre à genoux de désespoir dans ce sable. Oh putain. Mad Max Fury Road est un chef-d'œuvre et croyez-moi, ce mot n'est pas employé à la légère. Je persiste à croire que dans plusieurs années, on en parlera dans les écoles de cinéma. Je persiste à croire que s'il n'a pas l'Oscar, parce qu'il n'a pas eu le Golden Globe, alors il aura peut-être pas l'Oscar, mais s'il n'a pas l'Oscar, putain, on remettra un Oscar commémoratif dans 20 ans en disant putain, qu'est-ce qu'on est con, on n'a pas donné l'Oscar à Fury Road, mais on est mais débiles. Fury Road, c'est beau, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre, vous le voyez, et vous le voyez dans la langue de votre choix, parce que la VF est plutôt cool, et puis de toute manière, étant donné le peu de répliques dans le film, ça ne change pas grand-chose au bout du compte. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur Mad Max Fury Road, donc c'est à ton tour. Je te remercie. Vice versa!
Waouh, vice versa. Waouh! Alors, vice versa, c'est l'histoire de Riley, une jeune fille qui va subir divers bouleversements dans sa vie, entre autres un déménagement. Elle va donc changer de vie, changer d'amis, changer de cadre, et ça va bouleverser ses sentiments qui sont incarnés par 5 petites bestioles, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Et il se trouve que la joie et la tristesse vont se retrouver à cause d'un petit problème dans les tréfonds de son cerveau. Et nos 2 camarades vont essayer d'en sortir, alors que Riley, de son côté, subit une crise existentielle. Best Pixar ever. Très sincèrement, j'y suis allé à reculons parce que Pixar m'avait ces derniers temps déçu. Pixar m'avait ébouriffé 3 fois de suite avec 3 films fous, Wall-E qui était tout simplement une ode à la vie de manière générale et qui m'a profondément ému, Là-haut dont l'introduction m'a fait pleurer comme elle ferait pleurer n'importe quel sac de pierre et dont le reste du film m'a fait beaucoup rire grâce à Kevin, et puis ensuite Pixar a chié dans la colle, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y a eu Rebelle qui, bien qu'étant graphiquement superbe, n'est absolument pas intéressant, pas rythmé, aucun personnage n'est attachant, et puis le message de fin, encore une fois, je le redis, m'a vraiment beaucoup dérangé. Ensuite, il y a eu Cars 2, que je n'ai pas vu, mais le simple fait qu'ils aient décidé de faire une suite à Cars me déçoit. Et puis, il y a eu Monster Academy, qui est certes sympathique, mais est du niveau d'un bon DreamWorks. C'est-à-dire bien, mais pas suffisant pour un Pixar. À l'inverse de Dragon 2, qui est du niveau d'un Pixar. Bref, j'avais été déçu par Pixar ces derniers temps, et j'y suis allé un peu à reculons, et oh putain! Oh putain! Je vais vous le dire très franchement, je n'ai jamais autant pleuré devant un film. Et je n'ai jamais autant pleuré dans une salle de cinéma. Ce film t'agrippe, ce film te prend en tripes, ce film est juste bouleversant. C'est le mot que je cherchais. Le film nous fait passer avec une aisance absolument incroyable du rire aux larmes. Il y a des passages absolument hilarant, notamment autour de Chewing Gum, je vais pas en dire plus, et ça alterne avec des passages absolument mortifiants. Attention, je vais spoiler, bordel de merde, si vous n'avez pas vu le film, zappez ce passage, je vous en supplie. La mort de Bing Bong. Putain, emmène-la dans la lune pour moi. Rien que de dire la phrase, j'ai les larmes qui montent. Et puis alors bien sûr, je ne parle pas de la fin du film, qui est absolument poignante, et je me suis beaucoup reconnu dans Riley, alors que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je n'ai quasiment jamais déménagé, je n'ai quasiment jamais changé d'amis. Pourtant, je me suis tellement reconnu dans Riley. J'ai tellement été bouleversé et ému par ce qu'elle vivait, par ce qu'elle traversait. Tout ce qui tourne autour des émotions est tellement bien géré, tout est tellement intelligent dans ce film. Je vais rien vous apprendre, tous les Pixar ont un 2e degré de lecture, un 2e niveau de lecture, et vice versa n'échappe pas à la règle, et plus encore, il est selon moi beaucoup plus puissant pour un adulte. Parce que c'est toute notre enfance qui nous revient dans la gueule. Parce que c'est tous ces moments où on se cherchait, où on essayait de comprendre pourquoi on réagissait comme ça, qu'est-ce qui nous faisait pleurer, qu'est-ce qui nous faisait rire. Ce film nous fait nous interroger sur nous-mêmes, ce film nous bouleverse, ce film nous touche, ce film nous mortifie, ce film nous émeut, ce film m'émeut comme très peu de films m'ont ému, encore aujourd'hui. Donc je vous encourage évidemment à voir vice versa. Alors, j'ai pas vu la VF, donc je peux pas vous dire si elle est bien. Ce que je peux vous dire, c'est que la VO est très puissante, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu peur de voir la VF. Mais je finirai par la voir. Je vous ferai une petite annotation pour vous dire si la VF est bien. En tout cas, voyez-le. Ça, c'est une certitude mathématique. Vous devez le voir. C'est, à mon sens, le meilleur Pixar. Voilà, c'est la fin de ce top cinéma, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez ou non être d'accord avec mes choix, vous pouvez en parler dans les commentaires, c'est toujours rigolo de les lire ou non. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le Parlons VF spécial Hentai, que je suis très pressé de vous présenter. On va terminer cette vidéo comme l'année dernière avec les films que j'attends le plus cette année. Et cette année, il y en a 2. Le premier, c'est Deadpool. J'en ai vraiment ras le cul des films de super-héros, mais celui-ci est le seul avec X-Men Apocalypse qui me fait bander depuis assez longtemps. Et The Nice Guys de Shane Black, le réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang et de Iron Man 3, mais qui a scénarisé énormément de bons films, de L'Arme Fatale jusqu'à Le Dernier Samaritain. J'aime beaucoup ce mec, j'aime beaucoup ses films, et j'ai très hâte de voir ça. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour plein d'autres vidéos. Je ferai des news dans pas trop longtemps pour vous expliquer c'est quoi l'avenir un petit peu de Mr. Fox. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ah, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas parlé de Star Wars 7. Eh bien parce que je m'en bats les couilles, voilà, salut!
c'est moi où ça parle pas beaucoup de beats. Sabine, elle est trop stylée. Sabine, Libre et âme à dominer. Vous pouvez toujours croire ce qu'il y a dans les livres d'histoire. Rome, c'est